C'est le grand retour du tennis, premier grand chelem de la saison qui va remporter l'Open d'Australie 2026. Le tirage au sort a eu lieu cette nuit, mais surtout est-ce qu'on peut assister à une énorme surprise, à un autre vainqueur que Sinner ou Alcaraz? J'ai un micro-doute. On se pose. Grand récap des niveaux de forme respectifs et de l'intersaison. Si tu as complètement décroché du tennis ces dernières semaines, on sera en quotidienne à partir de ce dimanche midi, donc n'hésite pas à t'abonner juste ici, c'est peut-être là à parler de services volés autour de toi. Allez, on jette un coup d'œil aux cotes du tournoi sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Cette vidéo est propulsée par Winamax qui sera un partenaire privilégié sur cette saison 2026 de services volés. Tu as toujours l'offre spéciale jusqu'à 100 € en cash remboursé sur ton premier pari. Tu as aussi, si tu mets simplement 1 € sur ton compte, accès à tous les matchs gratuitement en streaming. Ça peut être super intéressant pour suivre cette Open d'Australie. L'offre dans la description, elle est réservée aux majeurs, bien entendu. Donc on regarde les cotes de cette Open d'Australie. Yannick Sinner est considéré comme le favori par les books. Il est à 1,80. Ensuite, c'est Carlos Alcaraz qui est à 2,75. Puis là, vous le voyez, on a un énorme décrochage déjà avec Novak Djokovic considéré comme le troisième homme à 16. Un nouveau décrochage spectaculaire avec Daniil Medvedev à 35. Donc on le voit clairement, c'est Sinner et Alcaraz qui sont largement favoris. Ensuite, on a Alexander Zverev qui se fait coiffer par Daniil Medvedev, et puis un nouveau décrochage énorme avec Dominor, Bublik, Shelton, Fonseca qui sont considérés comme des joueurs qui n'ont quasiment aucune chance de s'imposer. Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime. Allez, on attaque avec le grand favori de cette édition, c'est Yannick Sinner, coté à 1,80 par Winamax, le double tenant du titre. Il sort d'une saison en grand chelem ahurissante, 2 finales, 2 titres, notamment celui à Wimbledon, la revanche de cette finale de Roland-Garros. Calibre Big 3, très clairement à ce stade, Yannick Sinner, une machine à broyer en plus sur dur, un tennis d'asphyxie à son apogée, je pense qu'on peut le dire, cette longueur qui est constante, qui éclabousse ses adversaires, des frappes énormes en plus des deux côtés, que ce soit coup droit ou revers. Ce gars, c'est un tsunami tennistique, franchement, les glissades, les frappes en appui ouvert, c'est un monstre indébordable pour 99,9% du circuit. Son service en plus, il l'a amélioré après l'US Open, ça lui avait coûté très cher sur la finale de l'US contre un Carlos Alcaraz qui avait été sublime. On a vu aussi à Pékin qu'il avait utilisé les 2 premiers tours contre Cilic et contre Hatman pour tenter des choses complètement dingues, des montées à contre-temps, une pluie d'amortis également, et ce gars, on sent que il a toujours cette volonté, cette envie, ce désir de s'améliorer. C'est vraiment quelque chose qui le guide en permanence. On rappelle la fin de la saison 2025 de Yannick Sinner. Il remporte Vienne, Paris, le Masters. Il s'envoie les 3 derniers tournois consécutivement, alors que pourtant à la fin de Vienne, on se posait des questions sur son physique. Alors ok, il va faire une impasse sur la Coupe Davis, que l'Italie d'ailleurs va quand même remporter. Ça a fait couiner du côté de l'Italie. Mais bon, voilà, il a pu préparer sa saison 2026 plus tôt. On l'a vu partir notamment à Dubaï pour essayer de simuler les conditions de l'Open Australie avec un temps chaud et sec. Ce gars, franchement, c'est l'attention aux détails permanente, quoi. C'est le sommeil, il en a parlé, la nutrition, les évolutions techniques, et aussi essayer de devenir un joueur plus imprévisible. Je pense que c'est quelque chose qui le guide là depuis le 2e semestre 2025, et j'ai hâte de le voir sur la saison 2026, et ce qui va continuer à monter au filet, à proposer des choses différentes, à ne pas rester simplement sur la ligne de fond, même si ça lui suffit largement pour battre l'essentiel du circuit. Mais lui, il est dans une quête de perfection, d'amélioration constante, et quand on regarde la saison dernière, un seul homme l'a battu sur un match complet sur dur. Et ce gars, c'est Carlos Alcaraz, toujours le petit poil à gratter du côté de Yannick Sinner. Mais bon, Carlos Alcaraz, en finale de l'US Open, il a sorti un match juste parfait quasiment. Il lâche un set, mais sur l'ensemble de la partie, il est tellement bon, il est tellement fort. C'est le genre de match qu'il faut sortir, un match délirant de qualité pour pouvoir battre Yannick Sinner, notamment sur dur, qui est sa surface préférentielle. Il a toujours pas remporté un match au-delà de 4 heures de jeu, mais j'ai envie de dire,
quel joueur peut vraiment le pousser dans ces retranchements-là, à part Carlos Alcaraz? On aura une question quand même pour Yannick Sinner sur cette Open Australie, et c'est toujours la même, c'est celle de l'endurance. Combien de sessions de jours ils vont lui mettre sur ce qu'on imagine être 7 matchs, parce qu'il devrait aller en finale à minima. On se souvient, il avait été en grande difficulté sous le cagnard australien contre Holger Rune l'année dernière, dans le cœur du match de son 8e de finale. Donc ça, il faudra faire attention. On rappelle aussi, malade à Cincinnati l'année dernière, grosse crampe à Shanghai, il abandonne contre Greg Sport dans des conditions d'humidité extrêmes. Il y a toujours un micro-doute sur ce secteur-là, sur son endurance, sur son physique, mais en même temps, il a un statut qui devrait lui permettre de négocier un maximum de night session. Je le vois jouer 5 ou 6 fois en night session, et quand on regarde le tirage de Yannick Sinner, on voit du Hugo Gaston au premier tour, oh là là, ça va faire mal, Duckworth, Fonseca, ça peut être sympa au 3e tour, même si Fonseca arrive avec des douleurs au bas du dos sur ce tournoi. Ensuite, on aurait Karen Khachanov potentiellement, du Shelton en quart de finale, Djokovic et Alcaraz pour terminer le tournoi. Mais ça, c'est clairement dans les cordes de Sinner, et je serais choc-barre que l'Italien n'aille pas au moins en finale. Le deuxième joueur, c'est Carlos Alcaraz, coté à 2,75 par Winamax, et ça a été la bombazzo de l'intersaison. Le 17 décembre, Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz ont officialisé une séparation qui est un petit peu tombée comme ça, on s'y attendait pas du tout là, en pleine intersaison, et tout a été dit sur cette séparation. Les deux versions ont été communiquées par médias interposés. On a eu la version d'abord du clan d'Alcaraz, ensuite on a eu la version de Juan Carlos Ferrero autour de Noël. Ce qu'on peut comprendre, et ce qui se recoupe, c'est qu'il y a eu des points de tension, alors déjà sur le pourcentage que prenait Juan Carlos Ferrero sur les gains de Carlos Alcaraz, des gains qui ont été énormes en 2025, et aussi l'entraînement, c'est-à-dire que Carlos Alcaraz, il préférait rester à Murcie dans son académie pour s'entraîner quand il avait le temps de rentrer chez lui, mais Juan Carlos Ferrero, lui, il préférait que Carlos Alcaraz fasse le voyage jusqu'à son académie pour s'entraîner. Donc ça, clairement, ça a été un point de tension. On comprend aussi que Ferrero, il était moins présent en 2025, que la relation, elle a pu s'éroder très légèrement entre les deux hommes. Ça faisait déjà 7 ans qu'ils étaient ensemble, c'est Juan Carlos Ferrero qui a poussé Carlos Alcaraz vers les sommets qu'on lui connaît. Mais ça montre aussi à quel point Molina, l'agent, il est vraiment hyper important, il est plus que jamais aux manettes de la carrière de Carlos Alcaraz, même si c'est un sentiment personnel, je sais pas si vous le partagez dans les commentaires, mais j'ai du mal à croire que ce soit vraiment Carlos Alcaraz qui ait initié cette séparation. Voilà, c'est juste la négociation, trop de points contradictoires, conflictuels, et ça n'a pas été possible de continuer. Nonobstant, la transition avait déjà été effectuée l'année dernière avec l'inclusion de Samuel Lopez dans l'équipe, ça faisait depuis l'intersaison 24-25, donc un an complet. Samuel Lopez, c'est à lui qu'on accorde le chantier technique du service, notamment, qu'il avait déjà mis en place à partir de l'Open Australie en 2025. Vous voyez sur les images là, et c'est très proche désormais du service de Novak Djokovic. Donc un entraîneur qui était déjà dans la place, un entraîneur qui manifestement au niveau des chantiers techniques, c'est à lui qu'on donne du crédit, mais j'ai une question. J'ai une grande question par rapport à cette séparation, c'est au niveau de l'influence sur le plan mental, sur l'accompagnement émotionnel, de ne plus avoir son mentor dans le box en Grand Chelem, sur un format comme ça en 2 semaines, avec 7 matchs à remporter sur un format long. Même si Ferrero était de moins en moins présent en 2025, j'ai un doute, j'ai une petite question, et je pense que ça va nous escorter comme ça sur les progrès de Carlos Alcaraz dans ce tournoi, où il n'a jamais dépassé les quarts de finale. Ça aussi c'est important à noter. Il joue en plus sur cette édition pour un Grand Chelem en carrière, vous imaginez. Je me souviens, en 1999, quand André Agassi fait le Grand Chelem en carrière contre Medvedev en finale à Roland-Garros, on avait l'impression que c'était un truc de fou, impossible, injouable. Et depuis, 3 joueurs ont réussi à réaliser cet exploit. Carlos Alcaraz, il pourrait être le plus jeune à le faire dans sa carrière, même si j'entends très bien que le gazon, la terre battue, le dur, c'est plus pareil que dans les années 70, 80, 90. L'exploit d'Agassi, il est supérieur à celui de ceux qui sont arrivés après, mais quand même c'est un milestone qui serait formidable pour Carlos Alcaraz, qui avait été piégé comme une bleusaille par Novak Djokovic l'année dernière en quart de finale, avec un Novak diminué
qui avait bien instrumentalisé ça et qui avait été très agressif sur la deuxième partie de la rencontre. Il y avait aussi ce chantier du service sur le début de la saison 2025. On sentait que c'était pas tout à fait encore apprivoisé du côté du génie espagnol, même si je crois que Carlos Alcaraz, l'année dernière à l'US Open sur dur, il avait mis tout le monde d'accord. Un niveau de jeu colossal du début à la fin, une masterclass en finale. Et de toute façon, l'influence des surfaces entre Sinner et Alcaraz, je trouve qu'elle tend à se nullifier. On n'est plus du tout dans les oppositions Federer-Nadal par exemple, entre la terre battue et le gazon. Les oppositions justement, on est à 7-2 pour Alcaraz depuis début 2024, mais attention, nous sommes à 2 partout sur les 4 dernières oppositions, avec une victoire pour Sinner à Wimbledon et en finale du Masters. Et on jette un coup d'œil au tirage au sort de Carlos Alcaraz. Je vois du Corda au 3e tour, je vois du Paul en 8e de finale qui lui a déjà posé des soucis, mais pas à Roland Garros l'année dernière. Vous vous souvenez de ce match? En quart de finale, ça pourrait être Dominor, Bublik ou Koboli. En demi, il faudra se farcir Zverev, qu'il avait battu à l'Open d'Australie il y a 2 ans, Félix Auger-Aliassime ou Medvedev, et en finale, ce serait très certainement Yannick Sinner. 3e homme de cette liste, le vénérable Novak Djokovic, bientôt 39 ans, coté à 16 selon Winamax, et une grande question pour commencer cette analyse, la question de son physique. Il a déclaré forfait il y a 10 jours à Adélaïde, il était d'ailleurs ouvertement déçu de la réponse de son corps à bientôt 39 ans, et la question qu'on doit se poser, c'est quel Novak on va avoir sur cette Open d'Australie, parce que c'est toujours la même question avec lui. Depuis 2 ans et demi, il n'arrive plus à mettre bout à bout 7 matchs en 3-7 gagnants, sans exploser physiquement à un moment donné. Et surtout qu'aujourd'hui, sans être taquin, c'est plus Tommy Paul et Stefano Tsitsipas en demi et en finale de l'Open d'Australie qu'il faudra battre. Non, c'est Sinner et Alcaraz. C'est plus du tout la même limonade. Alors les plus optimistes d'entre vous vont me dire, oui, il a remporté 10 titres ici, les problèmes de santé de Novak Djokovic à l'Australian, on pourra en faire un roman. Il a une collection de matchs ultra épiques dans sa besace avant d'arriver ici. Mais la réalité, c'est que, ok, il nous fait 4 demi-finales en Grand Chelem l'année dernière, mais il remporte aucun set sur ces 4 demi-finales. Il perd contre Sinner 2 fois, il perd contre Alcaraz 1 fois, et il n'arrive pas à aller au bout de son match contre Zverev à l'Open d'Australie l'année dernière, car il était blessé. Et le fait qu'il soit encore considéré comme le 3e homme à l'orée de cette Open d'Australie 2026, ça en dit autant sur son statut légendaire et sa longévité, mais aussi sur la concurrence actuelle pour Sinner et pour Alcaraz, qui est pas au niveau escompté. Ils sont vraiment très loin derrière pour que Novak Djokovic soit encore là, avec un gap, vous le voyez, avec les joueurs qui sont derrière, les Medvedev, les Zverev. L'année dernière, on en a beaucoup parlé, le match contre Alcaraz, c'était certainement sa plus grande victoire de la saison. Je mettrais sa victoire contre Zverev à Roland Garros en quart de finale et aussi contre Musetti en finale d'Athènes comme ce trio magique pour Novak Djokovic en 2025. Donc au-delà même d'un titre très hypothétique, d'un 25e Grand Chelem auquel seuls les fans acharnés pensent encore, est-ce qu'il est toujours capable d'un morceau de bravoure comme ça, juste sur un match? On peut se poser la question. Il aura en tout cas, c'est sûr, besoin d'un service ultra élite, de retrouver toutes ses capacités au retour de service. Un secteur qui s'est un peu effondré ces 2 dernières années pour Novak Djokovic, alors que ça a été très longtemps le secteur qui le portait vers ses plus grands succès. Il faudra jouer un maximum de night session aussi, il faudra qu'il soit protégé par la programmation, mais ça je pense qu'on peut y compter. On rappelle aussi, il manque terriblement de rythme. Il a joué simplement 2 tournois depuis l'US Open, il a joué le tournoi de Shanghai, le tournoi d'Athènes, il fait demi-finale et le titre à Athènes, donc peu de rythme, mais en même temps, s'il avait trop de rythme, il arriverait cramé sur le tournoi. Donc il est sur une toute petite fenêtre de tir, notre cher Novak, mais il faut le dire, c'est toujours une énergie différente, je trouve, quand ce gars-là est sur un tableau, quand ce gars-là se présente sur un Grand Chelem. Donc profitons encore d'avoir du Novak sur le circuit, parce que je trouve qu'il est encore prodigieux avec un QI tennis qui est remarquable aujourd'hui, mais la certitude, c'est qu'il aura besoin d'un énorme coup de pouce, voire d'un miracle pour s'imposer. Et autant je trouve qu'en première semaine, il devrait pouvoir avancer sur ses 3 premiers matchs, mais ensuite, attention, sur le 8e de finale, du Mensik, du Hurkacz, du Greek Sport. En quart de finale, c'est des joueurs qui maîtrisent, Musetti, Fritz surtout, et les HK, mais après, voilà, on le sait, ce sera Sinner en demi-finale. Encore, il faudra certainement se le farcir. Et Carlos Alcaraz en finale. 4e homme de cette liste, et c'est Daniil Medvedev qui nous fait une remontada de l'extrême. Il est 4e favori, Daniil, si tu m'avais dit ça, après l'US Open, où il te mime des gestes bizarres, là, avec Gilles Cerbarin et sa femme, je t'aurais dit calmos. Alors que là, ce qu'on a vu à Brisbane, c'est super enthousiasmant. Et en fait, ce qu'on voit depuis que Thomas Johansson a repris les rênes de son coaching staff,
assez emballant, je trouve. Il a retrouvé sa qualité de service à Brisbane, il a servi à plus de 66% de première, en carrière il est à 61%, notre cher Daniil, avec des points gratuits derrière son service, des +1 aussi dans un fauteuil, on l'a vu quasiment sur toute la semaine de préparation à Brisbane où il a remporté le titre. J'ai l'impression qu'il a modifié 2-3 petites choses, 2-3 micro-détails sur son service. Ce qui est certain en tout cas, c'est que je trouve que les idées sont plus claires pour Daniil Medvedev qui s'est pas réinventé, qui a pas réinventé la roue. Et justement, c'est peut-être ce que Cervera voulait faire avec lui qui le gênait. Parce qu'il n'arrivait pas à mettre ce jeu en place, offensif, vers l'avant, à monter. Il le fait un petit peu, il monte, il essaie de travailler sa volée, il essaie de travailler son agression en coup droit, on le voit depuis quelques mois, mais on sentait qu'il y avait une relation un peu toxique avec Cervera et qu'il croyait plus vraiment aux idées de Gilles sur la fin de leur collaboration. Et je trouve aussi surtout, et ça c'est super important pour lui, c'est qu'il arrive à garder son calme, quoi. Là, sur la finale de Brisbane, il mène 5-4, service à suivre pour remporter le titre, il fait une double faute, il fait un jeu un peu dégueu, il se fait reprendre, eh bien non, il va pas s'énerver, il reste dans son truc et il remporte le titre au tie-break. Et à ce stade, je trouve que pour l'intérêt de la saison, mais même pour l'intérêt du circuit, ce serait super de voir un Daniil revenir dans les 10, dans les 8, redevenir compétitif, refaire des demi-finales en Grand Chelem, redevenir ce poil à gratter parmi les meilleurs. Il a dit en plus qu'il a fait une super intersaison, mais attention, regardez son tirage. On aurait du Tien ou du Félix Auger-Aliassime en 8e de finale. Ce quart, il est blindé de toute façon. Vous voyez ensuite, ce sera Zverev, demi contre Alcaraz, finale contre Sinner. J'ai envie de dire bon courage pour l'ancien finaliste il y a 2 ans et aussi il y a 4 ans. Le finaliste l'année dernière, Alexander Zverev, est aujourd'hui considéré comme un outsider lointain. Il est à 40, un joueur qui a perdu pied complètement depuis cette finale de l'Open d'Australie l'année dernière. Toujours des déclarations ésotériques, incompréhensibles. À la fin de l'année 2025, j'ai fait une saison pourrie. Ensuite, quelques semaines après, qu'est-ce que vous avez à dire là, les médias, que j'ai fait une saison pourrie? Mais c'est toi qui l'as dit il y a quelques semaines. On comprend plus rien de ce que tu racontes. Le Z, là, c'est n'importe quoi. Un vrai mal-être concédé, en plus, tout au long de la saison 2025. Mais ça l'empêche pas d'aller faire la tournée sud-américaine en février, juste après sa défaite à l'Open d'Australie, pour toucher la garantie du $1 million qui lui était promise. Et quand tu regardes attentivement ce joueur, bah ouais, il y a eu un chantier réussi en 5 ans. C'est celui de son service. Il fait plus vraiment de double faute maintenant. Il a baissé son lancer. Mais pour le reste, toujours aussi passif dans les moments importants, un coup droit en mousse, quand ça compte vraiment, à très haute altitude. Alors ok, il fait une belle finale à Vienne l'année dernière contre Sinner, bravo, en 500, contre un Sinner ultra diminué, il n'arrive pas à le battre. Et à côté de ça, c'est un joueur qui a toujours les mêmes tares, qui va blâmer son papa, les arbitres, l'environnement, ses petits amis. Dur à sortir du cours, ok, sur dur. Et quand son service est à 70% et plus, mais quand on regarde son tableau, je suis désolé, il est dans le quart de Medvedev. C'est un tirage qui est quasiment horrible, on peut le dire. Une demi serait déjà une franche réussite. Vous le voyez, dans ce quart, il y a Félix, il y a Rublev, il est blindax. Ok, on a parlé des 4 favoris, parlons des surprises potentielles. Et moi, j'ai envie de parler du bébé Hurkacz en mode musclore. Oh, ok, mec qui s'est mis à la créatine, manifestement. Il est prêt à faire péter les aces. On l'a vu à la United Cup, où d'ailleurs il a battu Alexander Zverev. Mais historiquement, pas ouf en Grand Chelem. On rappelle les 2 dernières saisons d'Hurkacz. Il se blesse au genou contre Fils à Wimbledon. Ensuite, il nous fait une gestion un peu paranormale de cette blessure. Il revient très vite, mais en fait, il était toujours blessé. Là, il a coupé complètement sur la fin 2025 et il est revenu avec un physique bodybuildé. Mais attention, Bergs et Griekspoor pour commencer, ce sera pas simple. J'ai une petite pensée aussi pour Joao Fonseca, mais le bas du dos un peu en question avant ce tournoi. Et surtout, ce serait Yannick Sinner. Au 3e tour, on a des premiers tours pas piqués des Hamiltons, mais très cher on a du Shelton Humbert. Alors ça pourrait envoyer du bois. On a du Péricard Sébastien Bez, avec un Sébastien Bez qui joue pas mal au tennis là sur cette entrée de saison. On a un Bublik Brooksby. Ça, à mon avis, ça va saucissonner de la balle dans tous les sens. Et un Dimitrov Marac, ça aussi, ça promet d'être explosif. Une fois qu'on a dit tout ça, le vainqueur de cette Open d'Australie 2026 sera non, pas du tout. Ce sera Yannick Sinner. J'ai du mal à voir un autre joueur. Il y a la composante physique, cette dimension-là, mais qui peut le pousser dans ses derniers retranchements? Est-ce qu'on verra une autre finale que Sinner-Alcaraz? Ça me paraît improbable à ce stade. Ça veut dire qu'on va quand même s'envoyer du Sinner-Alcaraz, a priori, sur toute la saison, quoi. Sauf les tournois qui vont lâcher, certains Masters 1000, certains petits tournois comme ça, mais on a l'air parti pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je vois Yannick Sinner s'imposer sur ce tournoi. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce si vous avez aimé cette vidéo, et nous on se retrouve ce dimanche pour le débrief des premiers matchs.